Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la société Technoglass. Donc il y a encore une semaine, je n'avais jamais entendu parler de cette entreprise. C'est un de nos abonnés qui nous a demandé si on pouvait y jeter un coup d'œil. Donc Khalil, merci à toi. On va faire ensemble quoi? Donc dans un premier temps, on va regarder les fondamentaux de cette entreprise pour savoir si oui ou non elle est de bonne qualité. Et en fin de vidéo, on essaiera de trouver un prix d'achat idéal pour pouvoir réaliser un rendement qui surpasse un indice de référence comme le S&P 500 par exemple. Donc c'est parti. Alors déjà Technoglass, pour ceux qui ne la connaissent pas comme moi, c'est une entreprise en fait qui vend des fenêtres et des vitres d'intérieur en général. Donc ils font vraiment de la vitrerie architecturale. Alors, au niveau de l'entreprise, donc comme on peut le voir ici, donc c'est une entreprise relativement petite puisqu'elle a une capitalisation boursière de 2 milliards et 260 millions. Donc ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va regarder son taux d'endettement. On va vouloir savoir si à la fois sa dette long terme et sa dette nette sont maîtrisées. Donc comment on va faire? Donc pour sa dette long terme déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre sa moyenne du free cash flow au cours des 5 dernières années, qui est ici de 44 millions. Et donc ces 44 millions, on va en fait les multiplier par 5. Donc je fais 44 fois 5, hop là. Ce qui nous donne ici 220 millions. Et nous, ce qu'on va vouloir, c'est que la dette long terme de l'entreprise soit inférieure à 220 millions. Donc, on va aller ici dans son bilan comptable. On va descendre jusqu'à sa dette long terme, donc qui est ici, Total Long Term Liabilities, et on est à 180 millions. Donc maintenant, si je divise juste les 180, donc là, cette métrique, elle est cochée. On va diviser ces 180 millions par les 44 qu'elle réalise et ça nous donne voilà, 4,09. Donc en gros, l'entreprise peut rembourser l'intégralité de sa dette long terme en un tout petit peu plus de 4 années de son free cash flow moyen. Ok. Maintenant, au niveau de sa dette nette. Donc la dette nette, c'est quoi? En fait, c'est la dette totale de l'entreprise moins tous les actifs mobilisables. Donc ça va être l'argent qu'elle possède sur son compte bancaire, ainsi que tous les actifs qui peuvent être convertis en argent très rapidement. Donc pour calculer la dette nette, on va faire la différence entre ici sa valeur d'entreprise, donc qui est de 2 milliards 550 millions, et sa capitalisation boursière qui est de 2 milliards 260 millions. Donc là ici on a une différence de 290 millions. Donc ces 290 millions, on va les diviser toujours en fait, par nos 44 millions de free cash flow moyen au cours des 5 dernières années. On divise par 44 et là ça nous donne 6,59. Donc ce qui veut dire que l'entreprise pourrait rembourser l'intégralité de sa dette en un peu moins de 7 années de son free cash flow moyen. Bon, honnêtement, nous ce qu'on recherche, c'est une entreprise qui peut rembourser sa dette nette en moins de 5 années. Après voilà, moins de 7, bon, pour une entreprise comme ça qui est encore relativement jeune, il n'y a rien d'inquiétant là-dessus. Ok, maintenant au niveau de ses indicateurs de rentabilité, nous ce qu'on va regarder c'est à la fois son ROA, donc retour sur ses actifs, son ROE, donc le retour sur ses capitaux propres, et le ROIC, le retour sur ses capitaux investis. Et nous ce qu'on veut, c'est que cette métrique soit au minimum de 12%. Et donc comme on peut le voir ici, donc à part pour le retour sur ses actifs qui lui est relativement faible, que ce soit le ROE ou le ROIC, on est ici là à plus de 20%. Donc honnêtement, ça m'indique quoi? Ça m'indique tout simplement que l'entreprise utilise à très bon escient l'argent qu'elle possède. Donc ça c'est excellent. Ça veut dire qu'avec très peu d'argent, elle va pouvoir générer énormément de bénéfices. Donc c'est vraiment dans ce type de société qu'on aime investir. Ok. L'entreprise verse ici un dividende de 15 millions de dollars. Et ce qu'on va vouloir savoir, c'est est-ce que ce dividende est pérenne ou non dans le temps. Donc on va toujours le comparer à son free cash flow moyen ici des 44. Et donc ce qui va nous donner ici environ 33%. Nous ce que l'on souhaite c'est avoir un payout ratio inférieur à 50%. Donc là oui, le dividende de cette entreprise est pérenne dans le temps puisqu'il pourra être augmenté régulièrement. Moi, le seul bémol que je vois ici, et là où je suis déçu par cette entreprise, c'est que je me dis, c'est une entreprise relativement jeune,
donc il y a quand même beaucoup de croissance devant elle, qui en plus utilise à bon escient l'argent qu'elle possède, donc pourquoi tu distribues actuellement un dividende? Utilise ces 15 millions pour réinvestir dans toi-même, en, je sais pas, en déployant de nouvelles usines afin de construire plus de verre, en augmentant ta couverture aux États-Unis, dans différents États, etc. Mais arrête de verser un dividende. C'est pas comme ça que tu permets à tes actionnaires de gagner le plus d'argent, puisque ceux-ci seront taxés. Enfin bref. Au niveau maintenant de ses marges brutes, donc une marge brute ici de 49%, ok, et ici des marges nettes, donc comme on peut le voir au cours des 5 dernières années qui étaient aux alentours des 15%, mais qui ont fait un petit bond là à 23-24% cette année. Ok, maintenant on va aller regarder quoi? On va regarder ces indicateurs de croissance. Bon, est-ce qu'il y a une croissance du chiffre d'affaires? Comme on peut le voir ici, en 2019 c'était 427 millions, cette année 849 millions. Donc là, une augmentation quasiment par 2 de son chiffre d'affaires. Ok, c'est très bien. Maintenant, est-ce que son résultat net est lui aussi en croissance? On est passé ici de 9 millions à 200 millions. Donc là, une augmentation par 20. Donc là, c'est excellent. Une augmentation par 2 de son chiffre d'affaires, mais par 20 de son résultat net. Donc l'entreprise est de plus en plus profitable. Ça, c'est bien. Et on va regarder maintenant son free cash flow, qui lui est passé de qui était négatif, qui était négatif en 2019 pour passer maintenant à 57 millions. Donc il a augmenté, donc ça c'est excellent. Et en plus, ce qu'il faut voir, c'est que l'entreprise a utilisé bien plus d'argent, a réinvesti bien plus d'argent en elle-même pour accroître sa production. Donc ça c'est excellent de voir ça. Enfin, la dernière métrique que nous allons voir, ça va être le nombre d'actions en circulation. Ce qu'on veut, nous, en tant qu'investisseurs, c'est on ne veut pas être dilué. Donc, on va vouloir que cette métrique soit stable ou en diminution dans le temps. Donc, en 2019, on était à 46 millions d'actions en circulation. Cette année, à 47 millions 60. Ok, donc comme on peut le voir ici, l'actionnaire est dilué. Mais ça ne représente pas une dilution importante. Si on regarde vite fait ici au niveau des piliers, ça représente combien? Voilà, ça représente une augmentation du nombre d'actions en circulation de 3% au cours des 5 dernières années. Honnêtement, c'est peanuts, donc c'est comme si on pouvait presque cocher cette métrique. Ok, donc l'entreprise comme ça semble plutôt bien gérée. Il y a juste son endettement où il va falloir faire attention. Donc il n'est pas excessif, mais on ne peut pas dire non plus qu'il est maîtrisé, que le niveau d'endettement est nul. Ok. Donc maintenant on va regarder rapidement ce que pensent les analystes. Bon là, comme on peut le voir, il y a très peu d'analystes. Ils s'attendent à une croissance du bénéfice par action aux alentours ici des 6-7%, ok, et une croissance du chiffre d'affaires, aux alentours on doit être des 5-6%. Bon, là, je pense que, honnêtement, on ne va même pas se fier aux estimations de ces analystes. Il n'y en a pas assez, comme vous pouvez le voir ici, il y en a 8 cette année et 3 les années d'après. Ils s'attendent en décembre 2024 à 944 millions de chiffre d'affaires. Quand on voit ce qu'ils ont fait déjà cette année, 849, je pense que l'entreprise arrivera à faire même plus que le milliard l'année prochaine. Donc voilà, donc on ne va vraiment pas se fier aux estimations de ces analystes. Juste avant, si tu n'es toujours pas abonné à notre chaîne, eh bien, je t'invite à le faire. Tu seras notifié des prochaines vidéos que nous sortirons, donc principalement des analyses d'entreprise. Donc, maintenant, on va essayer de trouver un prix d'achat idéal pour pouvoir réaliser de bons rendements avec cette action. Donc, au niveau de la croissance de son chiffre d'affaires. Donc, comme on peut le voir ici, là, au cours des 10 dernières années, c'est une croissance relativement importante, 16, 18%, avec cette année 33%. Bon, honnêtement, les 33%, j'y crois très peu, qu'elle réalise encore ça pendant de longues années. Donc nous, on va être un peu plus conservateur. Allez, on va partir sur du 6 pour les estimations les plus conservatrices, 10, 14. Donc là, ça va donner une range très importante entre les estimations les plus basses et les estimations les plus hautes. Okay. Pour rappel, on fait toujours des estimations, nous, ici, sur 10 ans. Au niveau de ces marges nettes, donc comme on peut le voir ici, les marges ont progressé d'année en année, passant de, on va dire 10% jusqu'à 23% cette année. Est-ce que les 23 sont soutenables ou non dans le temps? Je ne sais pas. Donc on va se mettre ici du 10, 17,5, 17,5 et 25.
Ok, pour les marges sur le free cash flow. Donc comme on peut le voir ici, les marges sur le free cash flow sont bien en deçà des marges nettes. Est-ce que c'est parce que l'entreprise réinvestit énormément d'argent pour s'étendre, etc. Oui, je pense qu'il y a de grandes chances. Mais bon, en combien de temps l'entreprise va réussir à ce que ses marges sur le free cash flow rattrapent ses marges nettes? Je ne sais pas. Donc là, on ne va pas pouvoir mettre des marges aussi élevées. Donc là, pour le coup, on va mettre quoi? On va mettre, allez, 3, 6 et 9. Maintenant, sur le PER et le PCF, on va partir d'un niveau qui est de 15, donc là, tel qu'un indice de référence tel que le S&P 500, et on va pouvoir l'augmenter en fonction de deux facteurs. Est-ce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires? Bon, là, c'est difficile à dire. Si on est à 6%, c'est pas forcément important, mais si on est plus à 10, 14, oui, c'est le cas. Et le second facteur, c'est est-ce qu'il y a un fort retour sur les capitaux investis? Comme on peut le voir ici, oui. Un retour sur les capitaux investis ici entre 15 et 25. Donc, qui croît d'année en année, c'est excellent, hein, ce qu'on voit ici. Donc, je pense que l'entreprise mérite un premium, mais pas forcément important du fait qu'il y ait beaucoup d'incertitudes encore dessus. Donc, on va rester à 15 conservateurs ici, 17,5, non, 16,5 et 18. Donc, pareil ici, 15, 16,5, 18. Et maintenant, au niveau du rendement que l'on souhaite, donc moi, je demande toujours minimum 12, 13,5 et 15. On analyse tout ça, qu'est-ce que ça nous donne? Et ben voilà, ça nous donne ces chiffres. Bon, si par exemple, vous pensez que les estimations hautes se réaliseront, donc c'est-à-dire celle-ci, une croissance du chiffre d'affaires annualisé pendant 10 ans de 14%, une marge nette de 25%, un PER de 18 dans 10 ans, et que vous souhaitez réaliser un rendement de 15% par an, alors vous pourriez acheter l'entreprise jusqu'à 112 $. En revanche, si vous pensez que la croissance du chiffre d'affaires sera de 14%, mais que ces marges sur le free cash flow ne seront que de 9%, avec un PCF de 18, dans ce cas-là, il faudrait attendre que l'entreprise chute à 40 $. Maintenant, qu'est-ce que nous indiquent les chiffres en dessous? Ils nous indiquent tout simplement que, par exemple, si vous pensez que les estimations basses se réaliseront, celle-ci, et que, donc celle-ci exactement, hop, vu que là c'est un résultat qui joue en fonction du free cash flow, donc celle-ci, avec des marges au free cash flow de 3%, un PCF de 15, et que vous achetez l'entreprise à son prix actuel de 47, alors vous réaliseriez un rendement négatif de 9% par an. Donc, comme on peut le voir ici, en fait, c'est une entreprise qui est intéressante. Honnêtement, Tecnoglass, c'est une entreprise très intéressante. Cependant, je trouve qu'il n'y a pas assez de données pour savoir si on doit plus se fier ici sur les marges nettes ou les marges sur le free cash flow. De plus, là, j'ai mis des estimations très importantes, hein, une range très importante entre les estimations basses et hautes. Donc, pour ma part, l'entreprise Tecnoglass, c'est une entreprise qui m'intéresse. Cependant, je suis incapable actuellement de l'évaluer. Donc, je vais mettre ici, moi, je vais mettre à combien? Allez, on va dire à 30. Je vais mettre ici un prix d'achat sur ma watchlist à 30, pas un prix d'achat. C'est un prix qui va me notifier au moment où l'entreprise descendra en dessous des 30. Et là, je continuerai à réaliser de plus amples informations. Mais honnêtement, pour l'instant, il me manque des données pour cette entreprise. Moi, ce que j'attends, c'est je veux que l'entreprise me montre qu'elle va pouvoir augmenter ses marges sur le free cash flow. Et quand ça sera le cas, quand les marges sur le free cash flow commenceront à rattraper les marges nettes, là, dans ce cas-là, je commencerai peut-être à rentrer en position. Donc voilà, c'était Maxime sur l'analyse de cette entreprise. Encore une fois, merci à toi Khalil. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!